Pendant que Juma et Emily se baladaient dans le village, Juma proposa qu'ils prennent un verre dans un petit bar un peu classe du village. Ils s'installèrent et commencèrent à discuter. Juma entama la conversation en posant des questions personnelles à Emily. « Toi, tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie ?» Emily répondit avec enthousiasme. « Moi, je vis en Europe. J'avais accumulé des congés et j'ai maintenant 2 mois de vacances. J'ai décidé de les passer en Afrique parce que c'était mon rêve depuis longtemps. Je suis arrivée et j'ai fait 1 semaine en ville, mais je ne me retrouvais pas vraiment. On m'a conseillé de visiter les villages pour avoir une véritable expérience africaine. Et depuis que je suis ici, je trouve ça merveilleux. J'aime bien le milieu, c'est calme et authentique. » Juma hocha la tête avec intérêt. « Ah, c'est génial! Mais qu'est-ce que tu fais exactement comme travail en Europe? Es-tu photographe, artiste? » Emily sourit. « Non, la photographie, c'est juste une passion personnelle. En fait, je suis ingénieure en informatique. Je travaille dans le développement de logiciels et la gestion de projets technologiques. La photographie, c'est quelque chose que j'aime faire pour me détendre et capturer la beauté du monde. » Juma parut impressionné. « Ingénieur en informatique, c'est impressionnant. Ça doit être un travail passionnant. » Emily acquiesça. « Oui, c'est très stimulant. Et toi, Juma, que fais-tu en ville ?» Juma expliqua. « Moi, je suis responsable des ventes dans l'entreprise de mon oncle. Je développe des stratégies de vente et je gère une équipe pour augmenter les revenus de l'entreprise. Mon travail consiste à convaincre les clients et à conclure des ventes importantes. » Emily le regarda avec admiration. « C'est un travail important. Tu dois être très compétent pour avoir ce poste. » Juma sourit modestement. « Merci. Oui, c'est un travail exigeant, mais j'aime les défis. » Emily demanda alors à Juma ce qu'il avait conclu avec son oncle. « Tu seras obligé de repartir bientôt, ou bien il t'a accordé encore un peu de temps ici au village. » Juma, cherchant à dissimuler la vérité, répondit avec assurance. « Oui, finalement, il va falloir que je rentre. J'ai discuté avec lui et il m'a fait comprendre qu'il avait vraiment besoin de moi. Il m'a reproché de ne pas l'avoir prévenu avant de partir. Mais bon, je savais que s'il était au courant, il n'aurait jamais accepté que je vienne ici. Donc, j'ai dû partir sans le prévenir. Je vais repartir pour mettre certaines choses en place et peut-être revenir dans quelques semaines ou mois pour passer plus de temps avec la famille. » Emily écouta attentivement. « Oui, c'est une bonne idée. Il faut que tu repartes en ville pour poursuivre ton travail. Les quelques jours que tu as passés ici t'ont permis de revoir tes parents, mais il faut que tu continues à travailler. D'après ce que tu m'as raconté, tu es vraiment un élément important dans l'entreprise, donc tu ne peux pas partir comme ça. Je pense que Yapi va quand même te manquer, mais Juma, la meilleure décision serait de repartir en ville. Même si ton ami va te manquer, vous trouverez toujours une solution. » Juma répondit avec une certaine hésitation. « Eh bien, oui, tu as raison. Yapi va vraiment me manquer. » Emily sourit, ayant une idée. « Comme toi, tu vas repartir en ville, moi aussi. Je n'ai pas passé beaucoup de temps en ville. Est-ce qu'il y a des endroits intéressants à visiter là-bas ?» Juma répondit avec enthousiasme. « Évidemment, je connais beaucoup d'endroits intéressants en ville. Il y a tellement de choses à voir et à faire là-bas, des endroits touristiques incroyables, des restaurants, des parcs. Tu vas adorer. » Emily hocha la tête. « Ce serait génial. Au fait, j'allais demander, est-ce que Yapi est déjà allé en ville ?» Juma répondit, « Je ne pense pas. Je ne lui ai jamais posé la question. »« Mais pourquoi ?» Emily sourit. « J'ai une idée. Je vais demander à Yapi s'il voudrait m'accompagner en ville. Une fois là-bas, on pourra te rejoindre afin que tu nous fasses visiter les endroits dont tu m'as parlé. Qu'en penses-tu » Juma, un peu réticent à l'idée d'intégrer Yapi dans leur plan, répondit « Oui, je vais d'abord en parler à Yapi pour voir s'il est partant. De toute façon, après ici, il faut que je passe chez lui, car depuis hier, on ne s'est pas encore vu. » Emily s'arrêta, intriguée. « Comment ça? Vous ne vous êtes pas encore vus? Mais quand tu es venu me chercher, tu m'as dit que Yapi était passé chez toi et que vous aviez parlé. Là, tu me dis que depuis hier, vous ne vous êtes pas vus. Est-ce que tu m'as menti ?» Juma, se rendant compte de son erreur, tenta de se rattraper. « Ah, maintenant que j'y pense,
je me rappelle que nous nous sommes vus ce matin. J'avais complètement oublié. Pardon, c'est moi qui me suis trompée. » Malgré les explications de Juma, Emily sentait que quelque chose clochait. Elle choisit néanmoins d'ignorer cette incohérence pour le moment et poursuivit la conversation. Ils se promenèrent encore un peu, découvrant ensemble quelques recoins du village. En fin de journée, Juma raccompagna Emily chez elle. « Juma, vraiment, c'était un plaisir. J'ai passé une très belle journée avec toi. On a beaucoup discuté et j'ai appris plein de choses. Merci pour ces moments. » Juma répondit avec chaleur. « Je ressens la même chose, Emily. J'ai aussi beaucoup apprécié ta compagnie. C'est impressionnant de voir une femme avec autant de compétences et de connaissances. » Emily rougit légèrement. « Merci, Juma. Toi aussi, tu es un atout précieux pour l'entreprise de ton oncle. C'est agréable de voir quelqu'un d'aussi compétent et passionné. » Ils se dirent au revoir amicalement, chacun retournant à ses préoccupations avec des pensées encore flottant sur cette journée mémorable. Après avoir raccompagné Emily chez elle, Juma se dirigea vers sa maison pour vérifier si son oncle y était toujours. En arrivant, il constata que la voiture de son oncle n'était plus là. Soulagé, il décida d'entrer. À peine avait-il franchi le seuil de la parcelle qu'il aperçut Amina qui s'approchait de lui, visiblement contrariée. « Où étais-tu passé? On te cherchait partout. Ton comportement est inacceptable. Les parents sont choqués et maman est complètement bouleversée. » Juma tenta de l'apaiser. « Calme-toi, Amina, j'ai mes raisons. » Amina rétorqua. « Oui, on sait. L'oncle nous a tout raconté sur tes agissements en ville. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. » Juma, essayant de se justifier, dit « Je comprends. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien, mais je ne pouvais pas me retrouver face à l'oncle. Il est parti ?» Amina confirma. « Oui, il est parti dans la journée. Il a dit que tu dois rentrer en ville dès ton retour. Si tu ne le fais pas rapidement, il menace de bloquer tes comptes bancaires. Il utilisera ton argent pour s'occuper de cette fille. Tu devrais vraiment réfléchir à tes actions. » Juma s'emporta. « Quoi? C'est ce qu'il a dit? Il va bloquer mon argent ?» Amina poursuivit. « Oui, c'est ce qu'il a dit. Et les parents sont très en colère. Surtout maman, elle est muette de déception. Tu dois aller les voir. » Juma, visiblement troublé, répondit. « D'accord, d'accord. » Il changea rapidement de sujet. « Et sinon, comment s'est passée la journée ?» Amina répondit. « C'était calme. Yapi est passé te chercher ce matin. Il pensait que tu étais là. On ne t'avait pas vu depuis ta disparition. » Juma hocha la tête. « Bon, je vais aller voir les parents. On va discuter. Je rentrerai en ville. » Juma alla voir ses parents. Sa mère, manifestement très contrariée, le sermonna. « Ton comportement est inacceptable. Tu es assez grand pour assumer tes responsabilités. Tu as mis une femme enceinte. Tu dois rester là-bas et assumer. Ton oncle est furieux. Il exige que tu rentres, sinon il bloquera ton argent. » Juma tenta de se défendre. « Maman, d'accord, je vais rentrer. Je voulais éviter une confrontation avec lui ici. Je savais que ça se passerait mal. Je vais rentrer et rectifier mes erreurs. » Sa mère, un peu apaisée, dit « C'est ce qu'il faut faire, Juma. » Pendant ce temps, Yapi, préoccupé par l'attitude de Juma, décida d'aller consulter Loco pour obtenir des conseils. Arrivé chez Loco, Yapi exposa toute la situation. Les manipulations de Juma, son comportement envers Emily et ses mensonges répétés. Yapi se sentait responsable du rapprochement entre Juma et Emily et ne voulait pas qu'elle soit blessée par les agissements de Juma. Loco, après avoir écouté attentivement, répondit « Yapi, je comprends ton désir de protéger Juma, mais tu dois savoir une chose, l'honnêteté est primordiale dans l'amitié. Tu mérites d'avoir des amis en qui tu peux avoir confiance. Si Juma ment et manipule, tu ne peux pas continuer à le couvrir au détriment d'Emily. Tu dois lui révéler la vérité sur Juma. En gardant le silence, tu risques de perdre la confiance d'Emily. Elle doit être informée de ce que tu sais sur Juma. » Yapi acquiesça. « D'accord, j'ai compris. Je lui parlerai demain. » Le lendemain matin, Juma, après avoir essuyé les reproches de ses parents, se résigna à rentrer en ville. Il commença à faire ses valises, prêt à assumer ses responsabilités. Ce matin-là,
Yapi décida de passer chez Émilie avant d'aller pêcher. Il voulait la mettre en garde concernant le comportement de Juma, qu'elle fasse attention, car il ment et ne dit pas toute la vérité. Il se prépara comme à son habitude, prenant sa canne à pêche et son petit seau, puis se dirigea vers la maison d'Émilie. En chemin, il la rencontra. « Oh, Émilie, bonjour !» s'exclama Yapi. Ils se saluèrent chaleureusement. « Où vas-tu ?» demanda Yapi. « Je venais te voir !» répondit Émilie. Yapi sourit. « Quelle coïncidence! Je comptais passer te voir avant d'aller pêcher. J'avais quelque chose à te dire. » Émilie répondit. « Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. » Yapi, surpris, dit « Ah bon ?»« Oui, » confirma Émilie. « Mais toi, que voulais-tu me dire ?» Yapi, en riant, répondit « Non, honneur aux dames. » Émilie sourit et commença. « Hier, je suis sortie avec Juma, comme je te l'avais dit. Nous avons discuté de beaucoup de choses, notamment de son travail en ville et des raisons qui l'ont amené au village. Il m'a dit qu'il avait discuté avec son oncle et qu'il avait finalement décidé de rentrer en ville. » Yapi écouta attentivement tandis qu'Émilie continuait. « Je lui ai aussi parlé de mon court séjour en ville que je n'avais pas vraiment apprécié et il m'a fait savoir qu'il y avait beaucoup d'endroits à visiter en ville qui allaient me plaire. Je lui ai aussi demandé si tu y étais déjà allé, mais il n'était pas sûr. Alors, j'ai pensé que si cela t'intéressait, toi et moi pourrions faire un programme pour aller en ville ensemble afin que Juma nous fasse visiter ces endroits. »« Qu'en penses-tu » demanda Émilie avec enthousiasme. Yapi, hésitant, dit « C'est une bonne idée. » Émilie, ravie, continua. « Ça me ferait vraiment plaisir que tu m'accompagnes en ville. Yapi, tu y es déjà allé ?» Yapi secoua la tête. « Non, je suis née et j'ai grandi ici. Je ne connais pas la ville. » Émilie sourit. « Ce sera vraiment utile pour toi aussi alors. Si Juma pouvait nous faire visiter, ça serait intéressant. »« Allez, vas-y, c'est ton tour. » dit Émilie avec un air curieux. Yapi, un peu perdu, répondit « Mon tour pour faire quoi ?» Émilie répondit « Tu as dit que toi aussi tu avais quelque chose à me dire, non ?» Yapi s'exclama « Ah oui, t'as raison, j'avais complètement oublié. » Yapi, sentant l'enthousiasme d'Émilie, comprit que révéler ce qu'il avait prévu concernant Juma pourrait gâcher l'ambiance. Il décida alors de ne rien dire sur les mensonges de Juma. N'ayant aucun plan de secours pour dire quelque chose d'intéressant à la hauteur de ce qu'il voulait dire au départ, il improvisa avec une idée qui pouvait intéresser Émilie. « Serais-tu partante aujourd'hui pour l'excursion à la montagne où il y a du réseau afin que tu passes tes appels ? Je me suis dit que ça te plairait une seconde virée. » Émilie, enthousiaste, répondit « Waouh, c'est exactement ce que je voulais aussi. Merci, Yapi. Comment fait-on ? Tu pars pêcher, combien de temps ça va te prendre ?» Yapi répondit « D'habitude, je passe près d'1h30, ça dépend. » Émilie proposa « Si tu veux, je peux t'accompagner, ou alors tu peux laisser la pêche pour aujourd'hui. Tu as encore du poisson fumé ?» Yapi réfléchit. « Oui, il en reste. » Émilie sourit. « Alors, on peut reporter la pêche. Tu repars chez toi te changer, et moi je vais prendre mes affaires, mon sac et mon appareil photo. » Yapi acquiesça. D'accord. Ils se séparèrent, chacun se préparant pour l'excursion. Yapi retourna chez lui et Émilie alla se préparer chez elle. En route pour se préparer pour l'excursion avec Yapi, Émilie croisa Amina sur le chemin. Elles se saluèrent chaleureusement. « Où est-ce que tu vas ?» demanda Émilie. Amina, avec un air de fierté, répondit « Je vais voir mon Yapi. Juma rentre en ville aujourd'hui et il m'a demandé d'aller le chercher. » Émilie comprit immédiatement que la réponse d'Amina était une provocation, visant à montrer qu'elle avait une relation spéciale avec Yapi. Émilie, décidée à ne pas se laisser intimider, répliqua « Ah bon? Tu vas voir ton Yapi? C'est maintenant ton Yapi ?» Amina répondit avec assurance « Oui, c'est mon Yapi. Quoi? Ça te dérange ?» Émilie, gardant son calme, répondit « Non, ça ne me dérange pas. Mais dis-moi, est-ce que tu as un problème avec moi ?» Amina sourit et répondit « Non, je n'ai pas de problème avec toi. J'aimerais juste que tu te mêles de tes affaires. » Émilie, haussant un sourcil, répondit « Ok, moi je voulais juste te prévenir. » Amina, intriguée, demanda « Me prévenir de quoi ?»
Émilie, avec un air de fierté, répondit « Te prévenir que ton fameux Yapi n'est pas à la maison. » Amina, surprise, demanda « Et comment tu sais ça ?» Émilie, un sourire narquois aux lèvres, répondit « Je le sais parce que je viens de là et que j'ai passé la nuit avec lui. Là, il est allé pêcher. Si tu veux le voir, tu n'as qu'à le suivre à la pêche comme tu sais bien le faire. » Amina, complètement déboussolée par la réponse inattendue d'Émilie, perdit ses moyens et répondit, visiblement choquée. « Quoi ?» Émilie, toujours narquoise, rétorqua « De quoi je me mêle ?» Puis elle tourna les talons et continua son chemin en direction de sa maison. Amina, confuse et très surprise par la réponse d'Émilie, resta debout pendant un moment, regardant Émilie s'éloigner. Après quelques instants, elle changea de trajectoire et se dirigea vers la rivière pour aller voir Yapi. Émilie se retourna brièvement pour voir si Amina se dirigeait toujours vers la maison de Yapi, mais remarqua qu'Amina avait changé de direction pour aller vers la rivière. Satisfaite de sa petite victoire, Émilie hâta le pas pour arriver rapidement chez elle. Elle prit son sac, son appareil photo et se dirigea vers la maison de Yapi. En arrivant chez Yapi, elle le trouva en train de finir ses préparatifs. Yapi leva les yeux et sourit, demandant « Oh, tu es déjà là? Je pensais que c'est moi qui allais passer te prendre chez toi. » Émilie, un peu essoufflée, répondit « Non, j'ai préféré venir ici parce qu'il s'est passé quelque chose. » Yapi, intriguée, demanda « Il s'est passé quoi ?» Émilie commença à expliquer. « En partant, je me suis croisée avec Amina. On s'est salué et on a discuté un peu. Elle a dit des choses qui ne m'ont pas vraiment plu. Je l'ai juste demandé où elle allait et elle m'a répondu avec un air provocateur en disant « Je vais voir mon Yapi. » Yapi sourit et répondit « Ah bon, elle vient me voir pourquoi ?» Émilie expliqua « Il paraît que Juma veut rentrer en ville et qu'il l'a envoyé te chercher. » Yapi, toujours souriant, demanda avec un air suspicieux « D'accord, mais qu'est-ce qu'elle a dit de méchant? D'ailleurs, où est-elle maintenant ?» Émilie répondit « C'est la manière dont elle l'a dit qui m'a mise hors de moi. Alors, je l'ai envoyée balader pour me venger. Je lui ai dit que j'avais passé la nuit avec toi et que tu étais parti pêcher. » Yapi, un peu gênée, éclata de rire. « Tu es sérieuse? T'as vraiment dit ça ?» Émilie, un peu embarrassée, répondit « Oui, je n'ai pas apprécié son attitude. Ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de me provoquer. Alors, je me suis défendue. Je savais qu'elle allait te chercher et qu'elle finirait par aller à la rivière. Comme je ne voulais pas qu'elle vienne t'embrouiller la tête ici, j'ai préféré te rejoindre directement. » Yapi, toujours amusée, dit « Ah, Émilie, tu vas me chercher des histoires si elle racontait tout ça à son frère ?» Émilie ajouta « Ah, tant pis, je ne suis pas là-bas. Là, elle est allée à la rivière. Quand elle ne te trouvera pas là-bas, elle viendra ici. Je préfère qu'elle ne nous trouve pas ici. Partons tout de suite. » « Je pense qu'on devrait passer voir Juma avant de partir, tu ne trouves pas? Il voulait me voir avant de partir, non ?» dit Yapi. Émilie répondit avec un sourire. « Oui, mais on risque de croiser Amina en route en passant par chez Juma. Et pourquoi il n'est pas venu te voir directement lui-même, plutôt que te faire déplacer comme ça ?» Yapi réfléchit un moment puis dit « De toutes les façons, vu la température, je crois qu'il risque de pleuvoir. Comme c'est un peu loin, je pense qu'on devrait prendre un bus pour se rapprocher de la montagne. Il y a des bus ici qui vont dans des villages voisins. Un en particulier passe à 1 kilomètre de la montagne chaque jour. Si on le trouve à la gare, ça va nous faciliter la tâche. » Émilie acquiesça. « Parfait alors, ne perdons plus de temps. Tu connais un raccourci pour aller à la gare ?» Yapi, un peu taquin, répliqua. « Oh oui, j'ai un passage ultra secret qu'Amina ne pourra pas trouver même avec toute la technologie du monde. » Émilie, avec un sourire, répondit « Mais non, Yapi. Donc tu crois que j'ai peur d'Amina ?» Yapi, amusé, dit « Je ne sais pas, mais c'est l'impression que tu donnes. » Émilie éclata de rire et dit « Tu seras surpris un jour de découvrir à quel point je peux être courageuse et audacieuse. » Ils se dirigèrent vers la gare en passant par un détour pour prendre le bus, prêts pour une nouvelle aventure, tout en laissant derrière eux les petites provocations et les malentendus du matin. Yapi et Émilie arrivèrent à la gare. Yapi lui indiqua « Nous sommes arrivés, on va prendre le bus ici. » Émilie se dirigea vers un bus particulièrement joli, mais Yapi l'arrêta.
Non, ce n'est pas ce bus-là, c'est l'autre qui est là-bas. Émilie regarda le bus que Yapi lui montrait, un vieux bus en mauvais état. Hésitante, elle demanda « C'est sûr que c'est celui-là » Yapi confirma « Oui, c'est ça. » Ils montèrent dans le bus, étant les premiers clients. Le receveur attendait d'autres passagers, mais le chauffeur, pressé par le temps et les signes annonciateurs de pluie, décida de partir. « On n'a pas le temps. Il va falloir qu'on parte. Il semble qu'il va pleuvoir, » dit le chauffeur. Peu après, la pluie commença à tomber. Le bus se mit en route, avec seulement Yapi et Émilie comme passagers. En route, les secousses et les bruits du vieux bus firent naître un sentiment d'insécurité chez Émilie. Elle commença par tenir la main de Yapi, puis se cramponna à lui. À mesure que le bus avançait, Émilie posa sa tête sur l'épaule de Yapi, cherchant du réconfort. Après plusieurs kilomètres, ils arrivèrent à un endroit où la route était devenue boueuse à cause de la pluie. Le bus s'embourba dans la boue. Malgré leurs efforts, le receveur et le chauffeur ne purent faire démarrer le bus. Le receveur sortit et essaya de pousser le bus, sans succès. Finalement, ils demandèrent à Yapi et Émilie de descendre pour alléger le bus. Émilie, hésitante, demanda « C'est vraiment nécessaire ?» Yapi acquiesça. « Oui, nous n'avons pas le choix. » Yapi descendit le premier, posant le pied dans la boue. Il se tourna vers Émilie et lui proposa « Laisse-moi te porter. » Émilie hésita encore, puis réalisa qu'elle n'avait pas d'autre option. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle. Yapi répondit avec assurance « Oui, je veux te porter. » Émilie finit par accepter. Yapi la souleva sur son dos et traversa la boue avec elle. Émilie s'agrippa fermement à lui, rassurée par sa force et sa détermination. Une fois hors de la boue, ils se dirigèrent vers une forêt en direction de la montagne. L'aventure prenait une tournure inattendue, mais ils étaient déterminés à continuer, malgré les obstacles. Amina, après avoir cherché en vain Yapi à la rivière, comprit qu'Émilie lui avait sûrement menti. Furieuse et déterminée à trouver Yapi, elle se dirigea vers la maison de ce dernier. En arrivant, elle frappa à la porte, mais il n'y avait personne. Déçue, elle décida de se rendre chez Émilie pour lui dire ses 4 vérités. Amina frappa à la porte de la maison d'Émilie, mais une fois de plus, elle fut informée qu'Émilie n'était pas là. La frustration monta en elle alors qu'elle se dirigeait vers chez elle. À son retour, elle trouva Juma en train de faire ses valises, prêt à partir. Juma leva les yeux en la voyant entrer. « Où est Yapi ?» demanda-t-il. Amina, toujours en colère, répondit « Écoute, je suis partie chez Yapi, mais en chemin, j'ai croisé Émilie. »« Émilie ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda Juma, intriguée. Amina soupira et raconta. « Quand je l'ai croisée, je lui ai dit que j'allais voir mon Yapi. Ça ne lui a pas plu, et elle m'a répondu qu'elle venait de chez Yapi, qu'elle avait passé la nuit avec lui et qu'il était parti pêcher. » Juma fronça les sourcils. « Et ensuite ?» Amina continua. « J'ai été à la rivière comme elle m'a dit, mais Yapi n'était pas là. J'ai aussi vérifié chez lui, personne. Je suis même repassée chez Émilie, mais elle n'était pas là non plus. » Juma, perplexe, demanda « Donc tu ne l'as pas trouvé, ni à la rivière, ni chez lui, ni chez Émilie. Ils doivent être ensemble. » Amina acquiesça. « Oui, quelque chose me dit qu'ils sont ensemble. » La colère monta en Juma. Il lança ses vêtements dans sa valise avec plus de vigueur. « Ça veut dire qu'ils m'ont menti. Je ne vais pas partir maintenant. Je vais attendre. » Amina, surprise par la réaction de Juma, demanda « Tu vas faire quoi ?» Juma répondit, les mâchoires serrées. « Je vais les attendre. Je veux les confronter tous les deux. » Amina tenta de le calmer. « Peut-être qu'il y a une explication. Ne te précipite pas. » Juma, déterminée, répliqua. « Non, je dois savoir ce qui se passe. Je ne partirai pas sans avoir eu des réponses. » Amina, voyant que Juma était déterminée, décida de rester avec lui pour attendre le retour de Yapi et Émilie. La tension dans la pièce était palpable, chacun réfléchissant à ce qui allait se passer lorsqu'il reviendrait. En marchant, Yapi et Émilie arrivèrent dans une forêt dense. La pluie, qui s'était calmée un moment, recommença à tomber avec force. Pris au dépourvu, ils se mirent à courir, cherchant désespérément un abri.
Après plusieurs minutes de course effrénée, ils aperçurent une cabane à travers les arbres. Yapi, intrigué, s'arrêta net. Émilie, essoufflée, demanda « Pourquoi t'arrêtes-tu? Allons-nous abriter dans cette cabane ?» Yapi hésita un instant, puis acquiesça. « D'accord, allons-y. » En se rapprochant de la cabane, un homme surgit des arbres, tenant un fusil de chasse. Il les pointa du canon, les regardant avec des yeux méfiants. Yapi et Émilie levèrent immédiatement les mains, essayant de montrer qu'ils n'étaient pas une menace. « On veut juste s'abriter de la pluie !» s'exclama Yapi. L'homme ne baissa pas son arme, continuant de les fixer avec suspicion. Soudain, une femme sortit de la cabane, les observant avec curiosité. « Que cherchez-vous, mes enfants ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Yapi répondit, toujours les mains en l'air. « Nous essayons juste de trouver un abri pour éviter la pluie. Nous ne voulons pas de problème. » La femme regarda l'homme et dit « Baisse ton arme, tu leur fais peur. » L'homme éclata de rire et baissa enfin son fusil. « Je vous taquinais seulement. Vous pensez vraiment que j'allais vous tirer dessus ?» Émilie et Yapi poussèrent un soupir de soulagement, riant nerveusement. « On a vraiment eu peur, » avoua Émilie. « On croyait que vous alliez nous tirer dessus. » Ils rirent ensemble, et les vieillards les invitèrent à entrer dans la cabane. À l'intérieur, ils furent accueillis par une chaleur réconfortante. Ils prirent place autour d'une petite table, encore trempée de leur course sous la pluie. Après avoir partagé quelques sourires et échanges cordiaux, Yapi prit la parole. « Merci de nous accueillir. Je m'appelle Yapi, et voici Émilie. » La femme répondit avec un sourire. « Enchantée de vous rencontrer. Moi, c'est Adja, et voici mon mari, Nzoko. » Yapi, curieux, demanda. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» Nzoko ne répondit pas immédiatement et posa à son tour une question. « Et vous, vous venez souvent ici ?» Yapi secoua la tête. « Non, c'est notre première fois de venir par ici. » Émilie, surprise, jeta un regard intrigué à Yapi. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit la première fois de Yapi dans cette zone, étant donné qu'il était censé être son guide. Nzoko reprit alors la parole. « Nous vivons ici depuis plusieurs années. Nous avons eu 2 enfants, mais ils sont morts ici. Depuis, nous vivons seuls, ma femme et moi. » Émilie et Yapi exprimèrent leur sympathie, réconfortant les vieillards du mieux qu'ils pouvaient. L'atmosphère dans la cabane était douce, remplie de la chaleur humaine malgré la tempête dehors. Ils continuèrent à discuter, partageant des histoires et des rires, tout en attendant que la pluie cesse. L'hospitalité de Nzoko et Adja rendit ce moment inattendu dans la forêt inoubliable pour Yapi et Émilie. Alors que la pluie commençait à s'estomper, Yapi regarda Émilie et proposa qu'ils reprennent leur chemin. Les vieillards insistèrent pour qu'ils restent et partagent un verre de vin de palme avec eux. « Restez encore un peu, mes enfants. Partagez ce vin de palme avec nous, » proposa Adja avec un sourire accueillant. Émilie, curieuse, se montra enthousiaste à l'idée de goûter au vin de palme. « Oh, ce serait une belle expérience. Qu'en penses-tu, Yapi ?» Yapi, cependant, resta ferme. « Merci beaucoup pour votre hospitalité, mais nous devons vraiment continuer notre route. » Nzoko, un peu déçu, répondit « Mais c'est notre tradition d'accueillir les voyageurs avec un verre de vin de palme. Vous ne pouvez pas refuser cela. » Yapi insista poliment. « Je comprends et j'apprécie vraiment votre offre. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir et boire du vin de palme pourrait nous ralentir. Nous devons être en pleine possession de nos moyens. » Adja et Nzoko échangèrent un regard, visiblement déçus, mais acquiescèrent finalement. « Très bien, nous comprenons. Soyez prudents sur votre chemin, » dit Adja. Émilie et Yapi leur dirent au revoir, remerciant encore une fois pour leur hospitalité, et se remirent en route. Après quelques minutes de marche, Yapi commença à accélérer le pas. « Pourquoi tu presses autant ?» demanda Émilie, intriguée. « Il faut qu'on s'éloigne de cette zone rapidement. Je sens qu'il y a quelque chose de louche ici, » répondit Yapi, le visage sérieux. Émilie, tout aussi intriguée, continua. « J'ai aussi senti qu'il y avait quelque chose d'étrange quand nous étions là-bas. »
Et puis, tu as dit que c'était la première fois que tu venais ici, alors que tu m'avais dit que tu connaissais bien la forêt. Comment ça se fait que ce soit la première fois pour toi? Yapi prit une profonde inspiration avant d'expliquer « Si j'ai dit ça, c'est parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Il y a 2 ans, Loco et moi étions passés par cette zone, et cette cabane n'était pas là. Je voulais les tester. En disant que c'était la première fois que je venais ici, je voulais voir leur réaction. Quand Nzoko a dit qu'il vivait ici depuis de nombreuses années, j'ai compris qu'il mentait. » Emily, impressionnée, répondit « Oh, tu es vraiment intelligent, Yapi. Je n'aurais jamais deviné. » Yapi continua « Oui, et c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on boive leur vin de palme. Je ne savais pas quelles étaient leurs véritables intentions et je ne voulais pas prendre de risques. » Emily acquiesça, réalisant la perspicacité de Yapi. « D'accord, maintenant je comprends. Merci de m'avoir protégée. Continuons notre chemin alors. » Ils continuèrent à marcher rapidement, s'éloignant de la cabane mystérieuse, tout en gardant un œil vigilant sur leur environnement. L'intrigue et la prudence les accompagnaient, rendant leur aventure encore plus intense. Après plusieurs minutes de marche rapide, Yapi et Emily arrivèrent enfin à la base de la montagne. Emily, les yeux écarquillés de joie, s'émerveilla devant la splendeur naturelle qui s'offrait à elle. « Oh Yapi, c'est magnifique! Merci de m'avoir emmenée ici !» dit-elle, les larmes aux yeux. Yapi sourit, fière de la réaction d'Emily. « Cette montagne est une merveille. Elle est connue pour sa beauté et les légendes qui l'entourent. » Emily, toujours impressionnée, regarda la montagne imposante devant elle. « Elle est vraiment haute. Tu penses qu'on peut la grimper ?» Yapi acquiesça. « Oui, mais ce ne sera pas facile. Il y a des histoires fascinantes sur cette montagne. Par exemple, on dit qu'elle est habitée par des esprits bienveillants qui protègent ceux qui osent la gravir. » Emily écouta attentivement, fascinée par les anecdotes de Yapi. « C'est incroyable. J'ai hâte de commencer. » Ils commencèrent leur ascension, marchant lentement sur les sentiers escarpés. Le paysage devenait de plus en plus spectaculaire à mesure qu'ils grimpaient, mais le chemin devenait également plus difficile. Arrivée à mi-chemin, Emily s'arrêta, essoufflée. « Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, » dit-elle, haletante. Yapi la regarda avec compassion. « Laisse-moi t'aider. » Sans hésiter, il mit Emily sur son dos et reprit leur ascension. Emily, émue par le geste, passa ses bras autour de son cou et lui murmura « Merci, Yapi, tu es vraiment incroyable. » Pendant qu'ils continuaient à grimper, Emily, profitant du moment, posa une question qui lui trottait dans la tête depuis un moment. « Yapi, à part tes parents, as-tu d'autres familles ?» Yapi, grimpant toujours, répondit d'une voix douce. « Non, je n'ai pas d'autre famille. Quand mes parents sont morts, j'étais encore très jeune. Comme tu le sais, ils sont morts lors d'une inondation. » Emily écouta attentivement, sentant la tristesse dans la voix de Yapi. « Oui, tu m'avais raconté, mais il n'y a vraiment personne d'autre ?» Yapi prit une profonde inspiration. « Dans le village, on dit souvent que mes parents sont venus de loin. Personne ne sait vraiment d'où ils venaient. Je ne connais pas mes racines. Je suis seule depuis aussi longtemps que je me souvienne. » Emily sentit une vague d'émotion l'envahir. « C'est tellement triste, Yapi. Tu as dû être vraiment courageux pour survivre à tout ça. » Yapi, continuant de grimper, répondit « La vie n'a pas été facile, mais j'ai trouvé des amis comme Loco. Et maintenant, toi. Ça rend les choses un peu plus supportables. » Emily serra Yapi un peu plus fort. « Je suis heureuse d'être ton amie, Yapi. Tu es une personne exceptionnelle. » Ils continuèrent leur ascension en silence, chacun plongé dans ses pensées. La montagne, témoin silencieux de leur confidence, semblait les accueillir dans son étreinte bienveillante. Arrivée enfin au sommet, Emily descendit du dos de Yapi, le remerciant chaleureusement. « Merci, Yapi, pour tout, cette aventure et ta confiance. » Yapi sourit, essuyant une larme discrète. « Merci à toi, Emily, d'être là. » Leur regard se perdit dans le paysage magnifique qui s'étendait devant eux, et ils restèrent là, savourant ce moment unique, unis par une amitié renforcée par les épreuves et les confidences.
Yapi et Émilie furent émerveillés par la vue panoramique qui s'étendait devant eux. Les villages, les forêts et les rivières semblaient s'entrelacer dans une harmonie parfaite. Émilie, profondément touchée par cette beauté, prit une grande inspiration et tourna son regard vers Yapi. « Yapi, est-ce que tu as déjà pensé à quitter tout ça? Partir loin ?» demanda-t-elle avec curiosité. Yapi réfléchit un instant avant de répondre. « Je n'ai jamais vraiment pensé à ça, Émilie. Cette forêt et ces villages, c'est tout ce que je connais. » Émilie, déterminée à explorer davantage les pensées de Yapi, continua. « Et qu'en est-il de la ville? N'as-tu jamais envisagé d'y aller pour poursuivre tes études ou faire une formation ?» Yapi secoua la tête, un mélange de surprise et de scepticisme dans les yeux. « Moi, poursuivre mes études? Je n'ai jamais été à l'école. Est-ce que c'est même possible pour moi ?» Émilie sourit, pleine d'encouragement. « Bien sûr que c'est possible, Yapi. Tu sais lire et écrire, et tu connais tellement de choses sur la nature et la vie ici. Pour certaines formations professionnelles, tu n'as pas besoin d'un diplôme préalable. » Intriguée, Yapi demanda « Comme quoi, par exemple ?» Émilie expliqua avec passion « Eh bien, il y a des formations en gestion touristique, en écotourisme, des choses qui te permettraient de valoriser tout ce que tu connais déjà. » Yapi, pensif, ajouta « C'est une bonne idée, mais quitter ici, je n'ai jamais pensé à comment je pourrais le faire, où aller et avec quelles ressources. » Émilie posa une main rassurante sur son épaule. « L'essentiel est d'avoir un rêve et de savoir ce que tu veux accomplir. Les ressources peuvent venir avec le temps. Moi, par exemple, dans mon pays, je suis ingénieur en informatique. J'ai eu à surmonter beaucoup de défis pour en arriver là. » Yapi, avec un intérêt renouvelé, demanda « Parle-moi de ta carrière, Émilie. Comment es-tu arrivée à faire ce que tu fais aujourd'hui ?» Émilie raconta alors son parcours, ses études, ses premiers emplois et comment elle avait gravi les échelons pour devenir ingénieure en informatique. Elle parla des défis qu'elle avait surmontés, des opportunités qu'elle avait saisies et des satisfactions qu'elle en retirait. « Mais tu sais, Yapi, il y a plein de choses que tu peux faire ici aussi. » Émilie continua avec enthousiasme. « Par exemple, tu pourrais créer une agence de tourisme dans le village. Tu connais bien la forêt, les plantes, les animaux. Les gens payent beaucoup pour ce genre d'expérience authentique. » Yapi, intriguée, demanda « Une agence de tourisme? Comment ça pourrait marcher ?» Émilie sourit, voyant une opportunité de partager ses idées. « Tu pourrais organiser des randonnées, des excursions dans la forêt, des visites culturelles du village. Je pourrais t'aider à faire de la publicité, à attirer des visiteurs. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui cherchent des expériences comme celles que tu peux offrir. » Yapi, commençant à entrevoir les possibilités, répondit « Ça pourrait vraiment marcher ?»« Oui, absolument !» affirma Émilie. « Avec ta connaissance et ta passion, tu pourrais vraiment créer quelque chose de spécial. Et je serais ravie de t'aider à démarrer. » Ils continuèrent à discuter de ses idées, échangeant des pensées et des plans potentiels. Yapi commençait à imaginer un avenir différent, un avenir où il pourrait utiliser ses connaissances et son amour pour son environnement d'une manière nouvelle et excitante. La journée se poursuivit avec des rires, des histoires partagées et une vision commune de ce que l'avenir pourrait réserver. Pour la première fois, Yapi commençait à croire que des possibilités au-delà de son village pouvaient être à sa portée, et tout cela grâce à l'encouragement et à l'amitié d'Émilie. Après un moment passé à admirer la vue et à discuter, Yapi se tourna vers Émilie avec un sourire malicieux. « Émilie, je crois qu'on a oublié notre objectif principal, » dit-il. Émilie, un peu perdue, répondit « Quel objectif ?» Yapi répondit en riant. « Pourquoi sommes-nous venus ici en premier lieu ? Tu es venue pour passer des appels, non ?» Émilie s'exclama. « Ah, c'est vrai! Merci de me le rappeler. J'avais complètement oublié. J'étais tellement subjuguée par la beauté du paysage et nos discussions que j'ai perdu de vue notre but. » Elle sortit son téléphone et commença à appeler ses parents. Après quelques minutes de conversation chaleureuse avec eux, elle appela également sa jeune sœur. Lorsqu'elle eut terminé ses appels, elle se tourna vers Yapi pour continuer la discussion. « Alors, ta famille ?» demanda Yapi avec intérêt. Émilie sourit. «
Je suis l'aînée de 2 enfants. Mes parents ont mis au monde ma jeune sœur et moi. Elle est encore à l'école et vit avec mes parents. Moi, je vis seule, mais nous sommes dans la même ville. » Yapi écouta attentivement, puis posa d'autres questions sur la vie de famille d'Emily. Ils échangèrent des anecdotes et des souvenirs, rapprochant encore plus leurs liens. « Il faut que je fasse encore un dernier appel, » dit Emily en souriant. Elle composa le numéro de sa collègue au bureau, celle qui l'avait remplacée. Pendant leur conversation, Emily apprit que sa collègue s'était mariée récemment. Elle la félicita chaleureusement. « Félicitations pour ton mariage !» dit Emily. Sa collègue, visiblement heureuse, répondit. « Merci, Emily. Je voulais aussi te dire que j'ai donné ma démission. Il ne me reste plus que quelques semaines avant de quitter définitivement. En tout cas, Emily, tu te souviens de nos plans de se détacher de l'entreprise et de créer nos start-up? Je pense que le moment est venu pour moi de me lancer. Travailler à plein temps comme ça, je ne le sens plus. Et avec mon nouveau foyer, ça sera vraiment difficile. Donc, je crois que c'est le meilleur moment pour moi d'ouvrir ma propre boîte. » Emily fut surprise et inspirée. « Oh, vraiment? Et le RH a essayé de me joindre? » « Oui, » répondit sa collègue. « Le RH a essayé de te joindre, mais ton téléphone ne passait pas. Il voulait te prévenir que tes 2 mois de vacances doivent être écourtés. Tu dois revenir après 1 mois pour reprendre ton poste, car le poste que j'occupais sera vacant. » Emily, un peu déçue, répondit « D'accord, merci de m'avoir informée. Je vais les appeler. » Après avoir raccroché, Emily expliqua la situation à Yapi. « Apparemment, ma collègue s'est mariée et a donné sa démission. Le RH a essayé de me joindre pour me dire que je dois écourter mes vacances et rentrer après 1 mois. Je vais devoir quitter plus tôt que prévu, » dit-elle avec un soupçon de tristesse dans la voix. Elle m'a aussi rappelé nos plans de créer nos propres start-up. Elle se lance enfin. Yapi hocha la tête en signe de compréhension. « C'est dommage, mais au moins, nous aurons encore quelques semaines ensemble. Nous ferons en sorte de rendre chaque moment mémorable. » Emily sourit, appréciant la positivité de Yapi. « Oui, c'est vrai. J'ai toujours voulu devenir indépendante et créer ma propre entreprise en informatique. Peut-être que ce sera mon prochain grand projet. » Yapi répondit. « C'est une excellente idée, Emily. Je suis sûre que tu y arriveras. Tu as le talent et la détermination pour réussir. » Emily, touchée par les encouragements de Yapi, répondit. « Merci, Yapi. Et toi, tu devrais aussi penser à développer quelque chose ici, comme cette idée d'agence de tourisme. » Ils continuèrent à profiter de la vue et de leur compagnie mutuelle, savourant chaque instant de cette aventure et des possibilités futures qu'ils envisageaient. Le soleil commençait à descendre lentement, enveloppant le paysage d'une lumière dorée, tandis qu'Emily se tournait pour observer les alentours du sommet. La douce lueur du crépuscule caressait les arbres et les rochers, créant un contraste saisissant avec le ciel teinté de pourpre. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose d'étrange, presque caché parmi la végétation dense qui enveloppait la montagne. Elle plissa les yeux, tentant de distinguer les formes à travers le feuillage, puis elle se redressa brusquement. « Yapi, tu as vu ça ?» demanda-t-elle en pointant du doigt les structures partiellement envahies par la végétation. « On dirait des ruines, des vestiges, mais qu'est-ce que ça peut bien être ici, en haut de cette montagne ?» Intriguée, Yapi s'approcha lentement, ses yeux scrutant les vieilles pierres que le temps semblait avoir oubliées. Les murs effondrés, rongés par les années, se dressaient encore, vestiges d'une époque révolue, comme des témoins silencieux d'histoires longtemps enfouies sous le voile de l'oubli. Il hocha la tête, son regard se faisant plus sérieux, presque respectueux devant ces traces du passé. « Oui, ce sont des ruines. Mon mentor, Loco, m'a parlé de ces vestiges quand on venait ici. C'était un camp, il y a très longtemps. Ces montagnes étaient utilisées par les Européens pendant les grandes guerres. Ils y construisaient des camps pour surveiller les vallées, recruter des soldats et entreposer du matériel. Ici, en Afrique centrale, il y avait des zones stratégiques comme celle-ci, même si les grands conflits se concentraient davantage en Afrique de l'Est et de l'Ouest. » Emily se pencha, presque instinctivement, pour toucher l'une des vieilles pierres. La sensation froide sous ses doigts contrastait avec la chaleur ambiante.
Elle pouvait presque sentir les échos du passé résonner à travers la roche, un lien tangible avec une époque lointaine. « Donc, ces ruines datent des guerres mondiales ?» demanda-t-elle, une pointe d'étonnement dans la voix. Yapi acquiesça. « Oui, ils installaient des postes comme celui-ci pour organiser leurs troupes. Bien sûr, l'Afrique centrale n'était pas le cœur des grandes batailles, mais il y avait quand même des lieux comme celui-ci, utilisés pour des missions de soutien et de logistique. Les Européens cherchaient à maintenir leur contrôle sur les colonies, et ces montagnes offraient un point de vue parfait pour surveiller les environs. » Un silence s'installa entre eux, seulement interrompu par le murmure du vent qui s'infiltrait entre les pierres. Émilie se releva lentement, regardant autour d'elle comme si elle essayait de visualiser ce que cet endroit aurait pu être autrefois, avec des soldats, des armes et des équipements militaires entassés dans cet espace maintenant envahi par la nature. C'est incroyable de penser que cet endroit, si paisible aujourd'hui, était autrefois une partie d'un conflit mondial, murmura-t-elle, les yeux perdus dans les vestiges. Yapi l'observa avec une certaine tendresse, reconnaissant la sensibilité d'Émilie face à cette découverte. C'est vrai, beaucoup de gens ignorent l'importance de ces lieux. Même ici, dans notre village, peu de personnes se rappellent de ces histoires. Mais pour moi, c'est comme si ces montagnes murmuraient encore les souvenirs de ces temps anciens. Loco m'a toujours dit que connaître ces histoires, c'est aussi comprendre d'où nous venons et pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui. Émilie sourit légèrement, touchée par les paroles de Yapi. « Tu as raison. C'est une part de l'histoire qu'on ne devrait jamais oublier. » Ils restèrent là, en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le vent continuait de souffler doucement, faisant danser les feuilles et les herbes autour des vieilles pierres, comme si les montagnes elles-mêmes chuchotaient les histoires du passé. La lumière du crépuscule se faisait plus douce, enveloppant les ruines dans une étreinte dorée, tandis que Yapi et Émilie, unis dans cette découverte, savouraient cet instant suspendu, écoutant les murmures du passé résonner dans le calme de la soirée naissante. Yapi se tourna vers Émilie, qui semblait encore absorbée par la contemplation des paysages environnants. « Émilie, » commença-t-il doucement, « n'oublie pas de faire tes derniers appels avant que le soleil ne se couche complètement. On devrait penser à rentrer bientôt. » Émilie, prise dans la beauté du moment, réalisa soudain qu'elle avait encore un dernier appel à passer. « Ah, tu as raison, Yapi, j'ai complètement oublié. Je dois appeler le RH de mon entreprise. » Elle sortit son téléphone et composa le numéro. Après quelques sonneries, une voix familière répondit à l'autre bout du fil. Émilie échangea quelques mots, confirmant l'information que sa collègue lui avait donnée plus tôt. Le RH lui expliqua que, suite à la démission de sa collègue, il était nécessaire qu'elle écourte son séjour pour reprendre son poste. Il lui précisa également qu'elle pourrait récupérer le mois de congé manquant une fois que la situation serait stabilisée avec le recrutement d'un nouvel employé. « Oui, je comprends », répondit Émilie au téléphone, un soupçon de déception dans la voix. « Je vais rentrer plus tôt, comme convenu. » Alors que l'appel touchait à sa fin, le responsable RH sembla soudain se rappeler un détail important. « Au fait, Émilie, quand nous avons essayé de te joindre, pourquoi ton numéro n'était-il pas joignable? À ton arrivée, les appels passaient avec ton numéro habituel. Que s'est-il passé? Est-ce que celui-ci est le nouveau numéro que tu utilises désormais? » Émilie prit un instant pour expliquer la situation. « En fait, lorsque je suis arrivée ici, j'étais logée à l'hôtel en ville. Là-bas, il y a tout, l'Internet, le réseau mobile, tout ce qu'il faut. J'avais activé le roaming sur mon numéro, donc je pouvais passer et recevoir des appels sans problème. Mais après avoir passé une semaine en ville, je suis allée dans les campagnes, dans un village. Et là, les choses sont un peu différentes. Il n'y a pas de réseau là-bas. C'est pourquoi je n'ai pas pu être joignable ces derniers temps. » Le RH écouta attentivement, hochant la tête. « Ah, je vois. Donc, tu es dans un village sans réseau. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à te joindre. » Émilie continua. « Oui, c'est ça. Pour passer des appels, j'ai dû me rendre sur une montagne où il y a parfois du réseau. Mais c'est vraiment loin de là où je suis logée.
Ce n'est pas pratique de venir ici à tout moment. Donc, pour le moment, j'utilise un numéro local. C'est le seul moyen pour moi de rester connecté, même si c'est assez limité. D'accord, je comprends mieux, répondit le RH. Donc, tu étais logé à l'hôtel en ville au départ. Si jamais il y a un problème ou une urgence, peut-être qu'on peut essayer de te joindre là-bas? Émilie réfléchit un instant avant de répondre. Oui, c'est une possibilité. De toute façon, puisque mes vacances ont été écourtées, je vais probablement me rapprocher de la ville avant la fin de mes congés. C'est de là que je prendrai mon vol pour rentrer. Donc, je devrais être plus facilement joignable à ce moment-là. Le RH sembla satisfait de cette explication. Parfait, alors. Merci de m'avoir expliqué, Émilie. On fera au mieux pour te contacter si nécessaire. Émilie remercia le RH, raccrocha, puis se tourna vers Yapi, qui l'observait attentivement. Alors, c'est confirmé, dit-elle avec un léger sourire. Je vais devoir écourter mon séjour ici. Il va falloir que je rentre plus tôt que prévu. Yapi hocha la tête, compatissant. Je suis désolée que tu doives partir plus tôt, Émilie. Mais au moins, tu pourras revenir pour profiter de ton autre mois de vacances. Ils échangèrent un regard avant de se remettre en route, descendant prudemment la pente raide de la montagne. Le soleil continuait de se coucher, mais il faisait encore jour, la lumière dorée du crépuscule illuminant leur chemin. En arrivant à la base de la montagne, ils entendirent le bruit d'une hache frappant contre du bois. En s'approchant, ils aperçurent un homme d'un certain âge, en pleine action, coupant des arbres. Yapi et Émilie s'arrêtèrent pour le saluer. « Bonjour, monsieur !» lança Yapi. « Vous travaillez dur, on dirait. » L'homme releva la tête, essuya la sueur de son front et leur adressa un sourire fatigué mais amical. « Bonjour à vous aussi. Oui, le travail ne s'arrête jamais, surtout ici. » Émilie, curieuse, demanda « Vous coupez les arbres pour en faire quoi exactement ?» L'homme posa sa hache et s'approcha d'eux. « Je coupe ces arbres pour fabriquer du charbon. Juste là-bas, vous pouvez voir mon four à charbon. » Intriguée, Émilie suivit le regard de l'homme et aperçut un monticule de terre non loin, d'où s'échappaient quelques volutes de fumée. L'homme les invita à s'approcher et leur expliqua le processus. « Vous voyez, commença-t-il, après avoir coupé les arbres, je les empile soigneusement en les disposant de manière à permettre une combustion lente et contrôlée. Une fois que tout est en place, je couvre le tas de bois avec de la terre et des feuilles pour étouffer les flammes, ne laissant que quelques trous pour permettre à l'air de circuler. Le bois brûle lentement sous la terre pendant plusieurs jours, se transformant progressivement en charbon. C'est un processus qui demande beaucoup de patience, mais ça marche. » Émilie, fascinée par cette explication, posa encore quelques questions. « Et combien de temps faut-il pour que le bois se transforme en charbon ?»« Ça prend en moyenne 5 à 8 jours, » répondit l'homme. « Tout dépend de la taille du tas de bois et de la manière dont le feu prend. Mais il faut surveiller le four en permanence pour s'assurer que le processus se déroule bien. » « C'est vraiment intéressant de voir comment le charbon est fabriqué, » dit Émilie, visiblement impressionnée par ce qu'elle venait d'apprendre. Yapi acquiesça, ajoutant « Oui, c'est fascinant. Moi, j'utilise souvent du charbon au village, mais je ne savais pas vraiment comment il était fabriqué. Moi aussi, je découvre ce processus. » L'homme sourit, satisfait de voir leur intérêt pour son travail. « Je fais ce que je peux pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. C'est un travail difficile, mais c'est mon gagne-pain. » La conversation continua, chacun partageant un peu de son histoire, tandis que la lumière du jour commençait lentement à décliner. Le temps semblait suspendu, alors qu'Émilie et Yapi se trouvaient captivés par la simplicité et la dureté de la vie de cet homme qui parvenait à tirer de la terre ce qu'il fallait pour survivre. Après avoir discuté un moment avec l'homme qui fabriquait du charbon, Yapi et Émilie se rendirent compte que le temps pressait et qu'ils devaient songer à rentrer au village avant que la nuit ne tombe complètement. Ils remercièrent chaleureusement l'homme pour ses explications et sa gentillesse. « Nous devons y aller maintenant, » dit Yapi en se levant. « Merci encore pour tout. » Émilie sourit également à l'homme. « Oui, merci beaucoup. C'était vraiment fascinant de découvrir comment vous faites du charbon. » L'homme hocha la tête avec un sourire sincère. « Tout le plaisir est pour moi.
Prenez soin de vous en rentrant. » Yapi et Émilie firent un signe de la main en guise d'au revoir avant de se diriger vers le chemin par lequel ils étaient venus. Alors qu'ils commençaient à s'éloigner, l'homme les rappela soudain. « Attendez !» s'exclama-t-il, un soupçon d'inquiétude dans la voix. « Vous partez dans quelle direction, là ?» Yapi se retourna. « Nous prenons le chemin par lequel nous sommes venus, celui qui traverse la forêt. Nous devons retourner à notre village. » L'homme fronça les sourcils, visiblement alarmé. « Vous êtes venu par ce chemin-là? Mais c'est dangereux! Ce n'est pas conseillé de passer par là. Il y a des rumeurs qui circulent sur cette route, des histoires inquiétantes. » Émilie sentit un frisson parcourir son échine. « Quelles histoires ?» L'homme s'approcha d'eux, parlant d'une voix basse comme s'il craignait que quelqu'un d'autre puisse l'entendre. « On raconte que des gens disparaissent souvent dans cette zone. Actuellement, il y a un couple de vieux qui s'est installé là-bas, un homme et sa femme. On dit qu'ils ont été chassés d'un village lointain et qu'ils se sont réfugiés dans cette forêt. Mais ce n'est pas tout. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils tuent les gens qui passent par là. Certains disent même qu'ils mangent les gens. » Émilie et Yapi échangèrent un regard, l'inquiétude grandissant dans leurs yeux. « Mais, » commença Yapi, « nous avons rencontré ces vieux. Ils nous ont accueillis pour nous abriter de la pluie. Ils étaient étranges, mais ils n'ont rien fait d'hostile. » L'homme secoua la tête, visiblement perplexe. « Ils vous ont accueillis chez eux? C'est incroyable. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Moi, j'avais l'habitude de couper du bois dans cette zone. Mais après avoir entendu ces histoires, j'ai cessé d'y aller. Vous devriez être très prudent si vous devez passer par là à nouveau. » Bien que déconcertés par ce qu'ils venaient d'entendre, Yapi et Émilie savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Le chemin qu'ils avaient emprunté était le seul qui menait au village, et malgré les avertissements, il fallait bien qu'ils rentrent chez eux. « Merci de nous avoir prévenus, » dit Yapi, essayant de cacher son inquiétude. « Nous serons prudents. » Émilie acquiesça, bien que son esprit soit désormais envahi de doutes et de questions. « Oui, merci beaucoup. Nous allons faire attention. » Ils dirent au revoir à l'homme et commencèrent à marcher, plus silencieux qu'auparavant. Chaque bruissement de feuilles ou craquement de branches autour d'eux prenait soudain une dimension plus sinistre. Leurs pas se firent plus rapides, comme s'ils cherchaient à s'éloigner au plus vite des histoires inquiétantes qu'ils venaient d'entendre. Alors qu'ils pénétraient à nouveau dans la forêt, l'ombre des arbres semblait plus épaisse, plus oppressante. Émilie ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil anxieux autour d'elle, tandis que Yapi, lui aussi, paraissait sur le qui-vive, ses sens en alerte. Ils savaient qu'ils devaient rester calmes et concentrés. Leur seul objectif désormais était de sortir de cette forêt en toute sécurité et de rejoindre leur village, laissant derrière eux ces sombres légendes et les mystères qui entouraient ce couple étrange. Émilie et Yapi marchaient silencieusement au cœur de la forêt, leurs pas prudents résonnant à peine sur le tapis de feuilles mortes qui recouvrait le sol. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable qui semblait s'épaissir à mesure qu'ils s'enfonçaient dans les bois. Ils avançaient lentement, leurs sens en alerte, scrutant les ombres mouvantes des arbres autour d'eux. Après avoir traversé une épaisse touffe d'herbe haute, ils débouchèrent sur un espace dégagé où la lumière filtrant à travers les arbres leur permit de voir plus loin. C'est alors qu'ils l'aperçurent, à environ 100 mètres devant eux. Nzoko, debout, immobile comme une statue, son fusil solidement en main. Il semblait les attendre. Leur cœur s'accéléra. Les paroles de l'homme qui fabriquait du charbon résonnèrent dans l'esprit de Yapi, ravivant ses inquiétudes. Émilie, quant à elle, se sentit envahie par une peur sourde. Ils continuèrent à avancer, mais cette fois avec une extrême prudence, leurs yeux fixés sur Nzoko, cherchant le moindre signe d'une intention malveillante. Soudain, Nzoko brisa le silence. « Oh, voilà mes 2 aventuriers. Ou devrais-je dire mes 2 pèlerins égarés dans ces bois mystérieux ?» Sa voix, bien que teintée d'ironie, portait une note de malveillance qui fit frissonner Yapi et Émilie. Leur rythme ralentit jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent complètement, une expression inquiète gravée sur leur visage. Nzoko les observa, un sourire mince se dessinant sur ses lèvres. « Avancez. Pourquoi vous arrêtez-vous?
Vous avez peur? Venez, je ne vous ferai rien. On vous attendait pour partager encore ce vin de palme que vous avez refusé tout à l'heure. Venez les enfants, venez donc! Émilie échangea un regard avec Yapi, sentant l'instinct de survie lui dicter de ne pas s'approcher davantage. Ils hésitèrent, puis commencèrent lentement à reculer, leurs pas mesurés cherchant à s'éloigner de cet homme qui leur paraissait de plus en plus menaçant. Voyant cela, Nzoko se mit à s'énerver. « Pourquoi reculez-vous? Vous avez peur de moi? Venez ici, je vous dis !» Sa voix était maintenant teintée de colère, ses paroles devenant plus pressantes, presque injurieuses. Yapi, maintenant certain que quelque chose ne tournait pas rond, murmura à Émilie. « Prépare-toi. Ce que le monsieur nous a dit semble réel. Ça ne sent pas bon du tout. » Soudain, comme pris d'une impulsion commune, ils se retournèrent et commencèrent à courir, leur instinct les poussant à s'éloigner de Nzoko aussi vite que possible. Nzoko les regarda fuir, un rictus de frustration déformant ses traits. « Revenez ici !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la forêt. Voyant qu'ils ne lui obéiraient pas, il pointa son fusil dans leur direction. Le son sec d'une détonation retentit, le bruit du coup de feu résonnant dans toute la forêt, renforçant la panique de Yapi et Émilie. La balle siffla au-dessus de leur tête, manquant de peu de les atteindre, mais l'effet fut immédiat. Leur peur se transforma en une terreur absolue, les poussant à courir encore plus vite. Ils se frayèrent un chemin à travers les arbres, ne sachant plus où ils allaient, ne se souciant que de mettre le plus de distance possible entre eux et Nzoko. La forêt dense rendait leur fuite difficile, les branches basses et les racines traîtresses tentant de les ralentir à chaque pas. Nzoko, déterminé à ne pas les laisser s'échapper, se lança à leur poursuite, tirant un second coup de feu, espérant les faire céder à la panique et les ralentir. Les deux jeunes gens couraient à perdre haleine, leur cœur battant la chamade, cherchant désespérément une issue, un refuge, n'importe quoi pour échapper à ce cauchemar. Le crépuscule, qui commençait à recouvrir la forêt, ajoutait une couche supplémentaire d'inquiétude, rendant les ombres plus menaçantes et les sentiers plus difficiles à distinguer. Yapi et Émilie, désormais désorientés, continuèrent de courir, ignorant la direction, espérant seulement qu'elle les mènerait loin de Nzoko et de sa rage. Après avoir couru pendant près de 2,5 km, Yapi et Émilie s'arrêtèrent enfin, le souffle court, leur cœur battant encore à toute allure. La forêt dense qui les entourait semblait s'étirer à l'infini, chaque arbre un témoin silencieux de leur fuite effrénée. Ils étaient fatigués, mais soulagés de sentir que Nzoko n'était plus sur leurs talons. Ils ralentirent leur allure, marchant désormais à pas larges mais prudents. Leur priorité était de s'éloigner le plus possible, tout en brouillant les pistes pour s'assurer que Nzoko ne retrouverait jamais leurs traces. Le silence oppressant de la forêt n'était interrompu que par le bruit de leurs pas sur le sol couvert de feuilles mortes. « Je pense qu'on l'a semé », murmura Yapi, jetant un dernier regard inquiet par-dessus son épaule. « J'espère bien », répondit Émilie, encore sous le coup de l'adrénaline. « Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. » Ils continuèrent à marcher, mais cette fois, ils se permirent de ralentir encore un peu. Leur environnement leur était totalement inconnu. Ils se trouvaient dans une partie de la forêt qu'aucun des deux n'avait explorée auparavant. Les arbres massifs et les buissons épais créaient une ambiance à la fois mystérieuse et légèrement menaçante, d'autant plus que la lumière du jour avait déjà disparu. « On est complètement perdus, n'est-ce pas ?» demanda Émilie en essayant de garder son calme. Yapi hocha la tête, reconnaissant l'évidence. « Oui, on l'est. Mais on doit rester calme et trouver un endroit sûr où passer la nuit. Marcher dans le noir n'est pas une bonne idée, surtout ici. » « Tu as raison, » acquiesça Émilie, bien que l'idée de passer la nuit en plein milieu de cette forêt sauvage lui semblait à la fois terrifiante et excitante. « On doit trouver un endroit qui semble un peu moins dangereux pour se poser. » Ils continuèrent à avancer prudemment, leurs yeux scrutant les environs à la recherche d'un lieu propice. Le ciel était maintenant teinté de bleu nuit et la forêt devenait de plus en plus sombre. La température commençait à chuter et les bruits de la nature nocturne prenaient le relais des chants d'oiseaux diurnes. Après avoir marché encore un peu, ils trouvèrent enfin un endroit qui semblait relativement paisible.
Une petite clairière s'étendait devant eux, avec une rivière paisible serpentant à proximité. Les arbres autour étaient moins denses, laissant passer juste assez de lumière pour qu'ils puissent voir leurs alentours immédiats. « Je pense que c'est ici », dit Yapi, observant la clairière. « C'est loin d'être parfait, mais c'est mieux que de rester dans les bois denses. » Émilie hocha la tête, épuisée, mais d'accord. « Oui, ça ira. » Elle posa son sac à dos et l'ouvrit, surprenant Yapi en sortant un équipement de camping pliable. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Yapi, étonnée. « Une tente de camping », répondit Émilie en souriant légèrement. « J'emporte toujours ce genre de matériel avec moi quand je pars en exploration. À part mon appareil photo, c'est l'un des indispensables dans mon sac. » Yapi la regarda avec une admiration nouvelle. « Tu es vraiment bien préparée. Je n'aurais jamais pensé à prendre une tente en venant ici. » Émilie déplia la tente avec habileté, la dressant rapidement dans la clairière. Une fois installée, elle invita Yapi à entrer pour s'abriter de l'humidité croissante de la nuit. « Voilà !» dit-elle en s'asseyant à l'intérieur de la tente. « Ce n'est pas le grand luxe, mais ça nous permettra de passer la nuit sans trop de soucis. » Yapi sourit et s'installa à son tour, appréciant le confort relatif que la tente leur offrait. La fatigue de la journée les rattrapait rapidement, mais un sentiment de soulagement s'installait doucement, remplacé par une légère appréhension pour ce que la nuit pourrait encore leur réserver. Ils se regardèrent un instant, conscients de l'aventure périlleuse qu'ils venaient de vivre et de celle qui les attendait encore. Leurs esprits étaient encore marqués par la course folle à travers la forêt, mais pour l'instant, ils se concentraient sur le fait de se reposer, en espérant que la nuit serait calme. La nuit s'était désormais installée, et à l'intérieur de la petite tente, Yapi et Émilie se trouvaient allongés côte à côte. La tente, étroite, leur offrait juste assez d'espace pour s'étendre sur le sol recouvert d'une fine couverture isolante. Émilie, toujours prévoyante, sortit une petite couverture supplémentaire de son sac. « Yapi, je pense qu'on va devoir partager cette couverture, » dit-elle en souriant. « Il va falloir qu'on se serre un peu. » Yapi laissa échapper un léger rire. « Pas de problème, on va s'en sortir, » répondit-il avec un clin d'œil. Ils se taquinèrent légèrement, échangeant des plaisanteries sur la situation inconfortable mais amusante dans laquelle ils se trouvaient. Émilie s'allongea contre Yapi, cherchant à profiter de la chaleur corporelle de son compagnon d'aventure pour lutter contre le froid de la nuit qui s'intensifiait à l'extérieur. Après un moment de silence, alors qu'ils étaient tous deux blottis sous la couverture, Émilie murmura « Yapi, tu veux que je t'avoue quelque chose ?» Yapi tourna légèrement la tête pour la regarder. « Qu'est-ce que tu veux m'avouer ?» demanda-t-il, curieux. « En fait, » commença Émilie avec un petit sourire, « j'aimerais que tu puisses encore nous surprendre avec tes talents cachés. Parce que, là, j'ai très faim. Je n'ai pas mangé grand-chose depuis ce matin, et je commence vraiment à sentir mon estomac crier famine. » Yapi rit doucement, comprenant la situation. « Moi aussi j'ai faim, » avoua-t-il. « Mais je pense que je peux trouver quelque chose. » Émilie, un peu surprise, demanda. « Ah bon? Ici, en pleine forêt, perdue dans la nuit comme ça? Je suis curieuse de voir ce que tu peux faire dans un endroit comme celui-ci. » Yapi, toujours avec son sourire malicieux, répondit. « D'accord, on fait un pari alors. Je te promets que tu vas dormir le ventre plein ce soir. » Émilie acquiesça, amusée. « Pari tenu. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. » Ils sortirent tous les deux de la tente, la fraîcheur de la nuit les enveloppant immédiatement. Yapi regarda autour de lui, scrutant l'obscurité, tandis qu'Émilie l'observait avec curiosité. « Par où vas-tu commencer ?» demanda-t-elle en riant légèrement. « Ne t'inquiète pas, » répondit Yapi en souriant. « Je réfléchis. » Il s'approcha de la rivière, ses yeux se posant sur les cailloux secs dispersés le long de la rive. Il en ramassa quelques-uns, ainsi que des brindilles sèches et des morceaux d'écorce qu'il trouva près des arbres. Il savait que pour allumer un feu, il fallait utiliser des matériaux très secs comme des écorces d'arbres, des herbes sèches ou même des morceaux de champignons séchés que l'on trouvait parfois sur les vieux arbres morts. Émilie le suivait de près, intriguée par ce qu'il avait en tête. De retour près de la tente, Yapi s'accroupit et commença à disposer les cailloux en cercle,
créant une petite fosse pour un feu. Émilie, toujours curieuse, s'agenouilla à côté de lui. « Tu comptes faire du feu ?» demanda-t-elle en l'observant. Yapi hocha la tête. « Oui, c'est la première étape. Si on a un feu, on pourra cuisiner quelque chose. » Il prit 2 pierres particulièrement rugueuses et les frotta ensemble avec une détermination silencieuse. Les étincelles jaillirent après plusieurs essais, éclairant brièvement leur visage dans la nuit. Émilie observait chaque mouvement avec une attention particulière, fascinée par la dextérité de Yapi. « Comment tu fais ça ?» demanda-t-elle, son ton mêlant admiration et étonnement. Yapi sourit en continuant de frotter les pierres, expliquant patiemment le processus. « C'est une technique que Loco m'a apprise quand j'étais plus jeune. Cette méthode était couramment utilisée dans l'ancien temps, surtout dans les villages reculés, avant l'invention des allumettes. Dans ces régions, les anciens n'avaient pas accès aux outils modernes, alors ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Des pierres, des brindilles sèches, de l'écorce d'arbres, et parfois même des morceaux de champignons secs qu'ils trouvaient sur les vieux troncs d'arbres. C'était un art que chaque enfant devait maîtriser. Émilie écoutait, fascinée, tandis que Yapi poursuivait son explication. « Tu vois, dans ces villages, on n'avait pas le choix. Allumer un feu, c'était vital, surtout pour cuisiner, se réchauffer ou éloigner les animaux sauvages la nuit. C'était une compétence essentielle pour survivre. » Finalement, une petite flamme naquit parmi les brindilles, grandissant lentement jusqu'à devenir un feu de camp crépitant. Émilie observa avec émerveillement le feu prendre vie, réchauffant l'air autour d'eux. « C'est incroyable !» murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais imaginé que tu pouvais faire un feu comme ça. » Yapi se tourna vers elle avec un sourire satisfait. « C'est une question de patience et de pratique. Maintenant, je vais chercher de quoi apaiser nos estomacs. » Yapi prit une branche solide et commença à la préparer pour en faire une torche. Après l'avoir trempée dans le feu qu'il venait de créer, il la brandit fièrement, sa flamme dansante illuminant leur petit campement. Émilie, curieuse, le suivit de près alors qu'il se dirigeait vers la rivière, observant ses gestes avec attention. Arrivé au bord de l'eau, Yapi scruta la surface avec concentration, utilisant la lumière vacillante de la torche pour repérer les mouvements des poissons sous l'eau. Après un instant, il repéra un endroit où les poissons semblaient se rassembler. Il se tourna vers Émilie avec un sourire confiant. « Tiens la torche !» dit-il en lui tendant la branche. « Je vais essayer d'attraper quelques poissons pour notre dîner. » Émilie prit la torche et regarda avec une excitation palpable, alors que Yapi s'approchait lentement de l'eau, prêt à bondir sur sa proie. Avec des mouvements précis, il plongea ses mains dans l'eau, tentant de saisir l'un des poissons. Après quelques instants, il réussit à attraper un poisson, le tenant fermement dans ses mains mouillées. « Bravo !» s'exclama Émilie, son visage rayonnant de joie. Yapi lui montra fièrement sa prise avant de la déposer soigneusement sur la rive. Encouragé par son succès, Yapi retourna à l'eau, prêt à attraper un deuxième poisson. Cependant, cette fois, le poisson glissa de ses mains au dernier moment. « Attention, attention !» s'écria Émilie en riant. « Le poisson va te filer entre les doigts !» Yapi rit avec elle, mais il se concentra à nouveau et, avec une nouvelle tentative, il attrapa un deuxième poisson. Émilie applaudit, pleine d'admiration. « Tu es vraiment douée, Yapi !» Elle l'encouragea à attraper un troisième poisson. Yapi, déterminé à ne pas la décevoir, se concentra encore une fois. Mais alors qu'il plongeait sa main dans l'eau, il sentit une vive douleur. Il retira brusquement sa main, criant de surprise. « Aïe! Merde! Un poisson m'a mordu !» s'exclama-t-il. « Je crois que c'est dangereux !» Il commença à tituber, une faiblesse soudaine envahissant son corps, avant de perdre connaissance. Émilie, voyant Yapi vaciller, le regarda avec une inquiétude grandissante. « Yapi ?» demanda-t-elle, la panique montant en elle. « Yapi, ça va ?» Yapi tomba au sol, immobile, les yeux fermés. Il ne respirait plus. Émilie se précipita vers lui, ses mains tremblantes alors qu'elle essayait de le secouer pour le réveiller. « Yapi, réveille-toi !» supplia-t-elle, des larmes commençant à perler dans ses yeux. «
Ne me fais pas ça, je t'en prie !» Dans un dernier acte désespéré, Émilie se rapprocha de Yapi, s'apprêtant à lui faire du bouche à bouche pour le réanimer. Mais alors qu'elle se penchait dangereusement près de ses lèvres, Yapi ouvrit soudain les yeux et éclata de rire. Émilie sursauta, se redressant rapidement, incrédule. « Quoi ?» Yapi, toujours hilar, se redressa et la regarda avec amusement. « Je t'ai eu ?» dit-il en riant de plus belle. Comprenant qu'elle avait été piégée, Émilie le regarda d'abord avec étonnement, puis elle éclata de rire à son tour. « Tu es vraiment terrible, Yapi. Ne me fais plus jamais ça, j'ai vraiment eu peur. Je croyais que je t'avais perdu. » Ils rirent ensemble, leur complicité renforcée par cette farce nocturne. La tension de la soirée s'était dissipée, laissant place à une légèreté bienvenue sous les étoiles scintillantes du ciel africain. Alors qu'ils continuaient de rire après la farce de Yapi, Émilie se reprit et demanda en souriant « Mais sinon, montre-moi ton doigt là où tu as été mordu. » Yapi, toujours dans son jeu, secoua la tête en riant. « Oh, je n'ai rien, c'était juste pour rire. » Mais Émilie, un brin têtu, insista. « Allez, montre-moi ça. Je veux voir si ce poisson t'a vraiment attaqué ou si tu me fais marcher. » Yapi soupira, amusé, et tendit finalement sa main. Émilie, récupérant la torche qu'elle avait jetée plus tôt dans sa panique, s'approcha pour examiner son doigt. Elle le tourna délicatement sous la lumière de la flamme, cherchant la moindre trace de blessure. Ce qu'elle découvrit la fit sourire largement. Une simple petite égratignure, à peine visible. « Alors, c'est ça ta terrible blessure ?» dit-elle en tapotant doucement la poitrine de Yapi. « Toi, tu me fais marcher pour rien. Même pas une vraie blessure, juste une petite égratignure. Et tu me fais croire que tu es sur le point de mourir. » Yapi éclata de rire, se laissant légèrement basculer en arrière sous la poussée douce d'Émilie. « Eh bien, ça a marché, non ?» répondit-il en lui lançant un regard malicieux. Émilie secoua la tête en riant. « Incroyable, Yapi !» Ils partagèrent un moment de complicité avant de se remettre à leur tâche. Ramassant les 2 poissons qu'ils avaient attrapés, Émilie les examina de près. « Ces poissons sont plutôt gros. Je pense qu'ils suffiront pour nous 2. » Yapi hocha la tête en signe d'approbation. « Oui, mieux vaut ne pas tenter ma chance avec ces poissons. Je ne voudrais pas que l'un d'eux finisse par réellement me mordre, » dit-il avec un clin d'œil. Ils retournèrent au feu de camp, où Yapi commença à chercher des petites branches solides. Après en avoir trouvé quelques-unes, il les tailla pour en faire des brochettes improvisées. Puis, avec une précision héritée des traditions anciennes, il vida les poissons en utilisant des techniques rudimentaires, mais efficaces. Émilie l'observait avec fascination, intriguée par la manière habile dont Yapi manipulait les poissons. « Tu fais ça comme un pro !» commenta-t-elle, impressionnée. Yapi sourit en terminant son travail. « C'est une technique que j'ai apprise en regardant les anciens du village. Ils savent comment maximiser chaque ressource. » Une fois les poissons prêts, Yapi enfila soigneusement les brochettes à travers la chair et les installa au-dessus du feu, les faisant tourner lentement pour que la chaleur les cuise uniformément. Le parfum du poisson grillé commença à se répandre dans l'air, titillant les narines d'Émilie. « Ça sent déjà bon », dit-elle en se léchant les lèvres. « Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions préparer un repas aussi délicieux ici, en pleine nature. » « C'est le goût de l'aventure », répondit Yapi en souriant. « Bon, on n'a pas de sel, ni d'autres assaisonnements, mais le fumet du feu devrait suffire à donner une saveur agréable. » Ils continuèrent de surveiller les poissons jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Ensuite, ils les retirèrent du feu et s'assirent autour des braises, savourant leur repas avec une simplicité presque primitive. « Ce n'est peut-être pas un festin de roi, » dit Émilie en prenant une première bouchée. « Mais c'est certainement l'un des repas les plus mémorables que j'ai jamais eus. » Yapi acquiesça, prenant également une bouchée de poisson. Parfois, les choses simples sont les plus gratifiantes. Ils mangèrent en silence pendant un moment, appréciant pleinement la nourriture qu'ils avaient préparée ensemble, tout en se sentant connectés à la nature environnante. Le crépitement du feu, les bruits lointains de la forêt et la présence apaisante l'un de l'autre suffisaient à rendre cette soirée unique.
« Merci, Yapi », murmura Émilie, « pour tout ça. » Yapi lui sourit, se sentant étrangement ému par ces mots. « C'est moi qui devrais te remercier. Grâce à toi, j'ai l'impression de redécouvrir mon propre monde. » Ils échangèrent un regard complice, sachant que cette aventure leur laissait bien plus qu'un simple souvenir. Elle les liait d'une manière profonde et sincère. Alors qu'ils terminaient leur festin improvisé, ne laissant que les arêtes des poissons, Émilie poussa un soupir de soulagement, se tapotant doucement le ventre. « Waouh, je crois que je suis rassasiée. Mon ventre est tout ballonné. Je ne pensais pas pouvoir manger autant. » Yapi sourit, satisfait de voir qu'Émilie avait apprécié le repas. « Ah, tu vois, je t'avais dit que tu allais avoir le ventre plein. Pari tenu, non ?» Émilie hocha la tête en souriant. « Oui, tu avais raison. On avait fait un pari et tu as tenu ta promesse. Tu es vraiment incroyable, Yapi. Ça mérite un petit bisou. » Avant que Yapi ne puisse réagir, Émilie se pencha et déposa un baiser léger sur sa joue. Le geste simple mais sincère fit battre le cœur de Yapi un peu plus vite. Mais il garda son calme, appréciant ce moment d'intimité partagée. « Bon, » reprit Émilie en s'étirant, « je crois qu'il est temps de se coucher. On a eu une journée bien remplie, et je sens que la fatigue commence à se faire sentir. » Yapi acquiesça, se levant pour ranger les restes de leur repas. Ils se dirigèrent ensuite vers la petite tente où ils s'étaient installés pour la nuit. Une fois à l'intérieur, ils s'allongèrent côte à côte sous la couverture partagée, la chaleur de leur corps les réchauffant dans la fraîcheur de la nuit. Alors qu'ils se blottissaient l'un contre l'autre, Émilie, toute soulagée après ce repas, se rapprocha encore plus de Yapi, enroulant ses bras autour de lui pour se blottir contre sa chaleur. Ils restèrent un moment en silence, profitant de la quiétude de l'instant. Puis, brisant doucement le silence, Yapi demanda en souriant « Émilie, quand j'avais simulé ma mort tout à l'heure, tu voulais faire quoi exactement ?» Émilie leva les yeux vers lui, un sourire espiègle se dessinant sur ses lèvres. « Eh bien, j'étais sur le point de te réanimer, bien sûr. »« Réanimer comment ?» demanda Yapi, feignant l'innocence tout en cachant son amusement. « Oh, je pensais te faire du bouche à bouche, » répondit Émilie avec un air taquin. Yapi éclata de rire, amusé par sa réponse. « Ah bon ?» Ils se regardèrent intensément, un silence doux et lourd de sens s'installant entre eux. Leurs sourires se firent plus tendres, et un courant de sensualité passa entre eux, électrisant l'atmosphère. Sans un mot, Yapi leva doucement une main pour tenir le bras d'Émilie, ses doigts glissant doucement sur sa peau. Il la regarda profondément dans les yeux, son regard plongeant dans celui d'Émilie, cherchant une réponse silencieuse. « Tu voulais vraiment me réanimer comme ça, en me faisant du bouche à bouche ?» murmura-t-il, sa voix basse et envoûtante. Émilie hocha doucement la tête, son cœur battant plus vite sous l'intensité du moment. Yapi se rapprocha lentement, leurs visages se trouvant à quelques centimètres l'un de l'autre. Leurs respirations se mêlèrent, et dans un mouvement doux et naturel, Yapi posa délicatement ses lèvres sur celles d'Émilie. Le baiser était tendre et exploratoire, un échange d'émotions brutes et sincères. Émilie ferma les yeux, se laissant emporter par la douceur du moment, répondant au baiser avec une passion contenue. Le temps sembla s'arrêter autour d'eux, les laissant seuls dans leur bulle de tendresse et de désir. Leurs mains se trouvèrent, se serrant doucement tandis qu'ils continuaient à s'embrasser, partageant cet instant unique sous les étoiles silencieuses. Quand ils se détachèrent doucement, leurs regards restèrent accrochés l'un à l'autre, comme pour savourer encore un peu plus la magie de ce moment partagé. « Yapi !» murmura Émilie, mais les mots semblaient inutiles. Tout avait été dit dans ce baiser, dans cette connexion qui les liait d'une manière indéfinissable. « Oui ?» répondit-il doucement, caressant sa joue avec tendresse. Émilie sourit, une émotion douce et profonde brillant dans ses yeux. « Merci !» Yapi lui rendit son sourire, posant un dernier baiser sur son front avant de la serrer doucement contre lui. Ils fermèrent les yeux, leur respiration s'accordant dans la nuit calme, prêts à s'endormir, bercés par la chaleur de leur proximité et les battements de leur cœur.